L'anatomie des empires, la danse des leaders et du destin. Depuis la nuit des temps, les empires naissent et s'effondrent, comme des vagues inlassables venant modifier le rivage de l'histoire. Chaque époque, chaque continent, chaque peuple a vu émerger ces colosses bâtis sur le sang, l'or et l'ambition. Mais derrière ces structures monumentales se cache toujours un homme, un chef, une volonté qui, à lui seul, incarne la pulsation d'un monde nouveau. Ces figures transcendent leur époque, se hissent au sommet d'une pyramide sociale qu'ils ont su exploiter ou remodeler à leur guise. Certains sont des stratèges militaires, d'autres des politiciens habiles, mais tous partagent un trait commun: la capacité d'imposer leur vision du monde à ceux qui les entourent. La naissance d'un leader, destin ou volonté. Les leaders des empires ne surgissent pas du néant. Ils ne sont pas l'effet du hasard, mais le fruit d'un croisement subtil entre contexte, intelligence et ambition. Certains, comme Napoléon, naissent dans le fracas d'une époque troublée et leur génie se révèle dans l'opportunité du chaos. D'autres, comme Auguste, construisent patiemment leur réseau, tissant dans l'ombre une toile qu'aucun rival ne pourra défaire. Toutefois, il ne suffit pas d'être au bon moment au bon endroit, il faut la vision, car un empire n'est jamais seulement une conquête militaire ou une expansion territoriale. C'est un mythe en marche, une idée qui s'incarne dans une civilisation entière. Alexandre ne voulait pas seulement vaincre les Perses, il rêvait de fusionner Orient et Occident. Napoléon n'ambitionnait pas seulement la France, il se voyait en César moderne, réinventant l'Europe sous son ordre. Gengis Khan, quant à lui, n'était pas seulement un chef de guerre, il comprenait l'importance du commerce, de la diplomatie et de l'intégration des cultures sous son autorité. Ainsi, tout grand leader doit être un visionnaire, un bâtisseur qui impose son idéologie bien au-delà des batailles gagnées. L'art de la prise de pouvoir, force ou subtilité. Prendre le pouvoir n'est jamais une affaire d'instinct brut, c'est une danse. Certains leaders l'exécutent par la force, d'autres par la ruse. César franchit le Rubicon avec ses légions, écrasant ses ennemis dans une guerre civile implacable. Octave, lui, s'empare de Rome avec patience, feignant la modestie jusqu'à ce qu'il devienne Auguste, maître absolu. Machiavel, dans Le Prince, théorise cette dynamique en explorant et en expliquant qu'un souverain doit savoir être un lion et un renard, utiliser la force quand il le faut, mais aussi la ruse pour déjouer ses adversaires. Le secret de ces hommes n'est pas vraiment la conquête, mais la capacité à faire croire que leur pouvoir est légitime. Un roi ne devient roi que si les hommes le reconnaissent comme tel. Napoléon savait cela mieux que quiconque. C'est pourquoi il se couronne lui-même à Notre-Dame, pour prouver qu'aucune main ne pouvait lui donner ce qu'il prenait de son propre chef. De même, Hitler s'empare du pouvoir en Allemagne, non par un coup d'état militaire, mais par une savante manipulation des institutions démocratiques, prouvant que la force brute n'est pas toujours nécessaire pour dominer un peuple. L'Empire, ordre ou chaos. Une fois le trône conquis, un autre combat commence, celui de la survie, car tout empire porte en lui sa propre chute, comme un fruit trop mûr qui finit par pourrir. La centralisation excessive étouffe la souplesse. Les guerres d'expansion créent des ennemis qui attendent l'instant de faiblesse. Rome s'est effondrée sous le poids de sa bureaucratie et de ses inventions. Napoléon, après avoir embrasé l'Europe, s'est heurté à l'hiver russe et à la coalition des vieilles monarchies. Les Ottomans, malgré 6 siècles de domination, ont fini par être paralysés par une stagnation technologique et une corruption interne qui les rendait incapables de s'adapter à l'ère industrielle. L'équilibre est donc fragile. Un empire dure tant que son mythe tient debout. Lorsqu'il vacille, lorsqu'un peuple cesse d'y croire, alors le colosse s'effondre. La chute est toujours plus brutale que l'ascension, car elle révèle la vérité crue. Tout pouvoir est une illusion maintenue par ceux qui y adhèrent.
Un empire ne s'effondre pas seulement par des défaites militaires, mais souvent de l'intérieur. Les élites se corrompent, les ressources s'épuisent, la confiance s'érode. Lorsque le peuple cesse d'obéir, le trône se transforme en chaise vide. Les empires naissent, prospèrent et finissent par s'effondrer, laissant derrière eux des ruines et des leçons. Leur ascension est souvent marquée par une volonté de puissance, un idéal fondateur, une expansion territoriale et une organisation sociale rigoureuse. Pourtant, malgré leur grandeur apparente, ils sont intrinsèquement fragiles. L'histoire nous enseigne que la décadence des empires ne vient pas seulement des inventions extérieures, mais surtout de l'érosion intérieure. La corruption, la perte des valeurs initiales, la division des élites et le poids d'une bureaucratie devenue trop lourde. Mais au-delà de leur disparition, les empires ne meurent jamais vraiment. Ils survivent dans la mémoire collective, dans les institutions qu'ils ont créées, dans les cultures qu'ils ont influencées. Rome vit encore à travers le droit et les langues européennes, l'Empire ottoman dans l'architecture et les traditions du Moyen-Orient, l'Empire chinois dans sa philosophie et son organisation sociale. Chaque empire déchu devient une pierre sur laquelle les civilisations futures bâtissent leur propre destin. Ainsi, la véritable question n'est pas de savoir si un empire perdurera, mais quelle empreinte il laissera dans l'histoire. Car si la grandeur matérielle est éphémère, les idées, elles, sont immortelles.